Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au second épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec l'artiste et doctorant Christian Quesnel, qui œuvre dans le milieu de la bande dessinée québécoise depuis 25 ans. On lui doit notamment Félix Leclerc, L'Alouette en liberté, publié aux Éditions de l'Homme, Vous avez détruit la beauté du monde, publié chez Moël Graphique, ainsi que Mégantic, Un train dans la nuit, scénarisé par Anne-Marie Saint-Cerny et publié chez Éco-Société, album qui s'est d'ailleurs mérité le tout premier prix Éco-Fauve, remis le 19 mars dernier, lors de la 49e édition du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, où je l'ai joint. Christian Quesnel, salut. Salut, Jean-Dominique Leduc. Écoute, tout d'abord, félicitations pour le prix Éco-Fauve, le tout premier qui est remis dans le cadre du Festival d'Angoulême. Ouais, oui, c'est la première fois. Oui. Et donc, je dis. Visiblement, tu es encore sous le coup de l'émotion, avec raison. Donc, tu as remporté avec Anne-Marie Saint-Cerny le tout premier prix Éco-Fauve pour l'album Mégantic, Un train dans la nuit. Alors, cette année, l'édition 2022 est hors de tout doute une édition québécoise. Julie Doucet remporte le Grand Prix. Alexandre Fontaine-Rousseau, Francis Desharnais remporte le prix BDGES pour La conquête du cosmos. Thomas-Louis Côté reçoit la Légion d'honneur. Et maintenant, Thomas-Louis, c'est chevalier des arts et des lettres de la République française. Voilà. Des mains de la ministre. Des mains de la ministre de la Culture de France, oui. Alors, c'est pas une édition banale pour le Québec cette année, Angoulême. Je te dirais, j'ai l'impression, tu sais, qu'est-ce qu'on jasait tout le monde un peu, on a jasé au funérailles de Valium, on a jasé auparavant, à chaque fois qu'on se rend compte, on se dit, merde, année après année, la QV a franchi les marches, ça monte de plus en plus au niveau de la qualité, puis de la solidité des structures éditoriales, de la volonté de diffuser, de promouvoir, puis de l'intérêt des médias. Donc, on le sent chez nous. Mais tu vois, là, je pense que c'est une confirmation qu'on vient d'avoir. En fait, on vient d'avoir une confirmation de l'étranger que la bande dessinée québécoise, elle a atteint, comment je pourrais dire, elle a atteint vraiment une vitesse de croisière, puis elle est capable de se comparer avec n'importe quelle bande dessinée dans le monde au niveau de la qualité. Mm-hmm. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que nous, ici, on le sait depuis déjà un moment. Mais là, maintenant, le reste du monde commence enfin à en prendre connaissance. C'est tellement trippant de voir les gens. Écoute, tu aurais dû voir ça. Moi, j'étais à la cérémonie d'ouverture quand Julie Doucet a été nommée. Ouais. Puis j'étais, naturellement, à la remise des prix hier soir. Puis les deux fois, les gens criaient, les gens étaient enthousiastes, les gens sont venus me voir. Il faut dire que moi, l'accueil ici a été incroyable. J'ai jamais connu un accueil comme ça. Je te le dis, mon hôte ici, juste devant moi, là, je suis dans ma chambre, chez mon hôte, devant moi, il a installé un drapeau du Québec dans la fenêtre. Fait que tout le monde au festival savent où je reste, à Angoulême. C'est pas mal aussi. Il a installé ça avant que je gagne le prix. Il a installé ça la deuxième journée que j'étais ici. Là, il était tout fier. Puis eux, leurs petits-enfants sont à Montréal. Donc, c'est les grands-parents de petits Québécois. Tu sais. Mais il y a un amour du Québec ici. Je pense que notre culture, notre réputation à accueillir les gens, à avoir une proximité avec les gens, d'être simple aussi, de ne pas être prétentieux, tu sais, d'être humble. Je pense que ça a été, ça c'est déterminant ici. J'ai rencontré un con pendant toute la durée de mon séjour à date. C'est tout. Le reste, c'est que du bonbon. Oui, ça, de toute façon, Christian, des cons, il y en a partout. Au moins, tu n'en as rencontré qu'un seul. Oui, c'est ça. J'en ai rencontré qu'un seul, puis on en a parlé, c'est fini. Est-ce que c'est ta toute première visite au festival, Christian? Ben non, en 2006 et 2007, j'étais venu avec les gars du studio Première Ligne. Okay. D'ailleurs, il y avait une tempête de neige. On n'arrête pas d'en parler. Là. Il y avait une tempête de neige, puis nous, on riait parce qu'on attaquait les gens avec des boules de neige. Première Ligne, c'était une gang de clowns, là, dans le fond, dans le temps. Là, on était drôles.
Puis c'est ça, tout était arrêté. Puis tu vois, les personnes chez qui on avait dîné à l'époque, bon, c'était l'ancien président du festival, tout ça, c'est Patrick Aussou, que j'ai retrouvé ici avec Nicole. On a mangé ensemble. D'ailleurs, je te le dis, les amis du musée de la bande dessinée ici, ils m'ont acheté 2 planches de Mégantic avec des extraits aussi du scénario. Fait que je vais me retrouver avec Chartier dans le musée ici. Fait que je suis vraiment content, hein, tu sais, Hey, Chris, c'est tout. ouais, ouais, Euh, ouais. Évidemment, je veux revenir un petit peu sur l'album Mégantic. C'est un album coup de poing. Moi, comme lecteur privilégié, comme chroniqueur, je me doutais bien que cet album-là, de par ses grandes qualités de recherche qui ont été effectuées par Anne-Marie Saint-Cerny, d'ailleurs, il faut dire, et là j'ouvre la parenthèse, à l'origine, Mégantic fut le fruit d'un long travail d'enquête par Anne-Marie Saint-Cerny qui est paru sous forme de prose, d'ouvrage chez Éco-Société. Euh, mais j'étais loin de me douter que l'impact serait tel qu'en fait, Mégantic, et c'est le cas de plus en plus au Québec, d'albums qui réussissent à rejoindre le public externe à la bande dessinée. C'est-à-dire que là, maintenant, on vit une époque où non seulement Paul de Michel Rabagliati, mais un Mégantic, un train dans la nuit, peut très bien aller toucher, aller susciter la curiosité d'un lecteur, d'une lectrice qui connaît peu ou pas du tout le médium de la bande dessinée. Euh, Ce prix-là que vous avez remporté, Anne-Marie et toi, c'est une question à trois étapes. J'aimerais d'abord savoir ce que ce prix-là représente pour toi aujourd'hui, en 2022, en sachant que Mégantic, un train dans la nuit, c'est une enquête sur la catastrophe qui est arrivée à Mégantic. Pour moi en tant qu'auteur ou pour moi en tant que Québécois? Ben, en tant qu'auteur, en tant qu'humain, en tant que Québécois, tout ça, là. OK. Je te dirais que en tant qu'auteur québécois, Hum. c'est quelque chose qui écoute, je me doutais bien qu'on tenait quelque chose, puis c'est sans prétention que je dis ça, mais c'est simplement mes études, ma maîtrise, le doctorat que je suis en train de faire, où j'ai étudié des stratégies temporelles, où je travaille sur le dispositif, je pense le dispositif, je l'analyse, tout ça. Fait que je me dis, de plus en plus, ce que je fais, c'est fait consciemment. Tu sais, puis on vient de regarder une exposition là, ici, là, tu sais, il y avait des originaux de Goscinny, Maurice, tout ça. Les gars, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Tout était pensé. Donc, je trouve que le fait de cet accueil-là fait en sorte que notre travail, peu importe la façon, peu importe de quoi ça traite, peu importe nos choix esthétiques, c'est Francis, il y a des styles complètement différents de nous, puis ça marche. Je veux dire, ça marche ailleurs aussi. Puis c'est pas une question d'esthétique, la bande dessinée, c'est une question d'un langage qui est quelque part universel. Puis on arrive à le déployer de façon universelle, même si dans mes gantiques, tu vois, moi j'ai insisté auprès d'Anne-Marie Saint-Cyr. On ne s'est pas chicané longtemps, là, c'est moi qui ai insisté pour garder. Quand Harding apprend que c'est son train qui a explosé, il dit Holy fuck, tabarnak de tabarnak. Ben ça, j'ai voulu le garder pour vraiment ancrer le Québec dans le côté universel. Donc, les gens savent c'est quoi le Québec, là. Je veux dire, ils m'ont pas attendu, moi, ni Anne-Marie Saint-Cerny, tu sais, ils n'ont pas attendu Rabagliati. Mais je pense que c'est une conjoncture de plusieurs éléments. Tu sais, je disais tantôt les structures éditoriales au Québec, les liens qu'il y a avec ici. Tu sais, j'ai aussi un chapeau moelle graphique, donc on a commencé à approcher des gens. Moi, j'ai commencé à approcher des gens ici pour Mhm. pouvoir éventuellement que les livres de moelle graphique soient diffusés ici. Donc, puis il y a un intérêt. Thomas Louis, il a donné le René Lévesque de Marc Tessier chez Moelle graphique à la ministre, qui a reçu tu vois, sa distinction honorifique. Donc, je pense que, comme je disais, la bande dessinée est rendue là. Puis on est rendu aussi toute une gang d'auteurs. On a atteint, autrices, on a atteint une pratique qui cumule plusieurs années. Puis je pense que c'est là que ça se fait. Puis ça va nourrir aussi la jeune génération qui est en train de venir. Tu sais, parce que enseigner à l'université, en BD, ben,
je vois bien mes étudiantes, là, ils travaillent bien mieux que moi à leur âge, là. Je veux dire, ce que je faisais là, à leur âge, moi, aujourd'hui, je voudrais pas je voudrais pas le rééditer. Tu sais. Je veux dire, d'ailleurs, ils ont commencé à régler la question là, en Ontario. Là, le crépuscule des bois brûlés, mon premier livre, faisait partie du lot qui a été brûlé. Je te le Non. dis, là, je l'ai appris. Oui, 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 Michel Viau m'a appris ça l'autre fois. Il m'a envoyé un message, puis il m'a dit ça. Savais-tu que ton livre a été. Ah ouais? Ah ben, je suis quasiment fier, en fait. Ah oui, c'est quand même incroyable, ça, je l'ignorais. Puis je te dirais, en tant qu'humain, je trouve que, tu sais, avec ce qui se passe en Ukraine, tout ça, on a beaucoup, nous, martelé ce message-là. L'humanisme, pas l'humanisme, non, non, le vrai humanisme, la valeur humaine, le Ouais. fait que une vie vaut pas grand-chose par rapport à un convoi de 72 tu sais, wagons-citernes remplis de pétrole ou des considérations géostratégiques. C'est la même affaire, tout ça. C'est juste c'est des responsables qui agissent en irresponsables, puis la vie humaine n'est pas importante pour eux. Donc, le fait que le gouvernement fédéral, à la fois conservateur au départ et libéral encore aujourd'hui, dans la continuité des conservateurs, est systématiquement refusé de donner des réponses aux gens de Mégantic, ça ne doit pas faire leur affaire, en fait, ici, tu sais, le fait qu'on ait gagné. Parce qu'il y a un écho quand même incroyable. J'ai regardé ça un matin, ça popait sur mon téléphone. Le Temps, Libération, Figaro, je disais France 24, je veux dire, ça s'est diffusé. Donc, est-ce que le gouvernement fédéral va donner des réponses à un moment donné? Tu sais? Parce qu'il faut dire, l'ancien ministre John Baird, il est sur le conseil d'administration de CPRI aujourd'hui. Je veux Ben dire, oui. il n'y a plus de contre-pouvoir. Est-ce que le pouvoir médiatique, c'est ça, est-ce que le pouvoir médiatique va faire en sorte qu'il va avoir une pression? La pire chose que tu peux faire avec quelqu'un, c'est de l'ignorer. Tu sais. Puis les familles des victimes de Mégantic, c'est ça qu'ils se font faire depuis un bon bout de temps. Fait que C'est c'est comme ça que je me nécessairement, sens. Je me sens que c'est une grande victoire. et c'est nécessairement aussi une victoire pour les gens de Mégantic parce que c'est un album militant mégantique, évidemment, qui pose la question, comme tu l'as dit. La question que l'album pose, c'est quelle est la valeur d'une vie humaine face à des bénéfices pour les investisseurs. Et donc, euh, et donc j'imagine que les gens de Mégantic, les survivants, dont certains que tu as côtoyés pour justement, et Anne-Marie aussi, forcément, pour réaliser l'album, j'imagine que c'est une victoire pour eux aussi parce que ça fait en sorte, même si le souvenir est douloureux, cette cause-là, elle est portée, on peut dire maintenant, à l'international. Oui, on l'a dit sur la scène hier, quand on a reçu le prix. Les gens de Mégantic attendaient notre texto. Ils voulaient, puis les gens d'éco-société, ils l'ont presque vécu live avec nous. Parce qu'on a envoyé tout de suite des messages, mais je pense que, en fait, ça ne règle pas la question, mais c'est un Non. bombe. Tu comprends? C'est vraiment un bombe. Parce qu'ils disent, OK, la partie n'est pas finie. Je veux dire, ils sont encore là, là. Puis, tu sais, un gars comme Marc Garneau, OK, je vais dire une énormité, là, mais un gars comme Marc Garneau, qui était longtemps ministre des Transports, quand on lui a tendu l'essai d'Anne-Marie Saint-Cerny, il a dit c'est des complots, c'est les théories du complot. Un gars comme ça, qui a vécu des drames personnels, sa femme, je pense que ça s'est enlevé la vie. Ouais. Il a dû avoir besoin de réponses. Là, je ne m'attaque pas à lui personnellement. Je m'adresse à lui dans le fond. Oui, il a vécu un drame personnel, mais dans sa fonction, il aurait dû comprendre ça. Il aurait dû comprendre que des gens, écoute, tu perds ton proche, tu perds plusieurs proches. Tu veux savoir ce qui se passe. Si c'est une théorie de complot, ben pourquoi il y a autant de faits que Marie a ressortis? Puis pourquoi bloquer une enquête publique? Parce que cette enquête publique-là, en fait, enlèverait tout soupçon de théorie de complot, enlèverait tout soupçon envers Marc Garneau. Pourquoi Marc Garneau ne veut pas? Je veux dire, ils font des commissions d'enquête sur des niaiseries, des fois, tu te demandes pourquoi. Tu sais. Puis là, ils ne le font pas là-dessus. Il y a Anguille Sourache. Est-ce qu'il y a vraiment Anguille Sourache? Il y a juste une commission d'enquête qui pourrait le prouver, mais le fait de s'obstiner, je sais que Marc Garneau n'est plus ministre des Transports, mais le fait de s'obstiner à ne pas déclencher d'enquête publique,
ça fait juste ça fait juste ajouter au drame des gens de Mégantic, puis ça fait juste laisser peser un soupçon autour de tout ça par rapport par rapport au fait que le contre-pouvoir que devrait être Transport Canada n'existe plus. Ça a été Transport Canada et les ministres sont quasiment, tu sais, en anglais, je ne sais pas c'est quoi, là, mais embedded. Tu sais. Ils font partie, ils sont comme mis sous l'aile, si tu veux, Oui, oui. des compagnies ferroviaires. Là. C'est eux autres qui mènent, en fait. Évidemment, quand on lit l'enquête d'Anne-Marie Saint-Cerny, puis qu'on lit l'album, la théorie du complot, je veux dire, ça ne tient pas le coup, ne serait-ce que 5 secondes, parce que c'est un tel travail de recherche, c'est un travail de recherche exemplaire euh, et qui est finement raconté aussi. Et dans l'album, et l'album de bande dessinée est une adaptation de ce travail-là. D'ailleurs, j'aimerais t'amener sur le sujet, Christian, parce que comme la matière est très dense, hein, l'enquête faisait plus de 200 pages. Alors, j'imagine qu'il y a eu des choix déchirants à faire pour en arriver à un album de bande dessinée. C'est sûr que pour Anne-Marie, il y a eu des choix qui ont dû Ouais. être faits au niveau des narrateurs. Parce qu'elle avait beaucoup trop de narrateurs au départ. Anne-Marie, c'était son problème, c'est qu'elle arrivait et elle voulait tout dire. Là intervient le troisième homme du livre, qui est David Murray, qui est directeur littéraire chez Éco-Société, qui a travaillé avec nous, qui nous a accompagnés. Lui a réussi vraiment à regrouper certains discours, certains narrateurs, parce que tu ne fais pas un livre avec 5, 6 narrateurs. Puis il a vraiment réussi. C'est pour ça qu'il y a le conte, la grand-mère, tout ça. Puis il y a Mm. des infos techniques qu'on a vraiment essayé de départager de façon graphique pour vraiment distinguer qu'est-ce qui est la narration des personnages et la narration technique. On a réussi à le solutionner comme ça. Moi, au contraire, tu vois, à chaque fois qu'Anne-Marie enlevait des pans de texte, ça faisait mon bonheur. C'était pas déchirant, en fait. Ben, c'est à ce moment-là que je pouvais faire passer l'évocation, Ben oui. les feelings. Tu sais, je veux dire, regarde, il n'y a aucun texte qui peut arriver à traduire les 4 cases noires, en fait. Oui, Ouais. exactement. Tu es en train de me le montrer, là. Je sais qu'on est juste en audio, mais tu me le montres pareil. C'est les 4 cases noires. C'est les 4 cases noires. Ben, la série des 3 double pages que tu tournes, Ouais. grâce au surgissement, bon, ben, tu fais apparaître justement ces cases noires-là. Et ça crée un sens. Mais ce sens-là, ça crée une émotion aussi, surtout. Puis en utilisant ce côté iconique-là de la bande dessinée, très simple, très abstrait, tu vas beaucoup plus loin qu'en décrivant le texte, parce que le texte, il devient quasiment indécent. Tu sais, décrire du monde décrire des corps, des cadavres, de toute façon, c'est pas intéressant pour le lecteur. Tu sais. Non, et puisque ta contribution elle est graphique à l'album, tu aurais très bien pu être tenté, ou en tout cas de tomber dans le piège justement du spectaculaire, hein? C'est-à-dire de tomber dans de se servir de l'aspect graphique justement, comme tu disais, pour aller peut-être montrer des trucs qui sont pas nécessaires. Et pas du tout. Ton travail graphique, ton découpage, il y a aussi non seulement le découpage, mais ce qui est très, très habile dans ton travail aussi, c'est la superposition de techniques. Donc, on voit des documents officiels apparaître en arrière-plan avec de l'illustration en avant-plan. Tout ça se joint. Comment je pourrais dire? C'est non seulement très habile, mais c'est fluide. Il y a quelque chose dans la lecture de l'album de bande dessinée qui fait que les enjeux sont clairs, la trame narrative est claire, et il y a cette émotion-là, grâce à ton découpage, qui fait que tout à coup, toutes les informations qui sont mises en exergue, tout le travail de recherche bénéficie justement de ton approche graphique parce que tout à coup, ça ne vient pas juste chercher l'intellect, ça vient chercher l'âme de la lectrice ou de la lecteur, ou du lecteur. Ouais. Tu parles de fluidité, tout ça. C'est parce que je sais précisément c'est quoi qui a fait ça. Tu sais, j'ai pas travaillé avec une scénariste de bande dessinée, pas du tout. Puis la plupart du temps, je demande aux gens qui décrivent le moins possible.
s'ils veulent, ce qu'on peut voir dans la planche pour me laisser beaucoup d'espace. Puis tu vois, mon apport graphique, il est graphiquement narratif. Donc, c'est vraiment, Anne-Marie m'a donné des points de forme, des sujets sur des doubles pages, des spreads, que moi, j'étais libre comment je pourrais dire, de choisir les images pour vraiment créer le récit. C'est ça qui crée la fluidité du récit, parce que c'est vraiment, c'est une écriture iconique, en fait. Puis là, Anne-Marie est venue mettre là-dessus des informations techniques, la narration. C'était prévu. Je veux dire, elle a dit, bon, ben là, on parle d'extraction de pétrole Dakota du Nord, tu sais, où les Indiens ont été, bon, les Autochtones ont été maltraités, chassés de leurs terres, tout ça, les terres ont été massacrées. Sauf que moi, je suis libre d'écrire, je suis libre d'écrire par l'image ce que je veux. Il y a dans ton travail, Christian, parce qu'évidemment, tu t'intéresses à la temporalité, ça c'est très, très clair. D'ailleurs, je me permets de faire une autre parenthèse. Tu as participé au collectif du Festival de Gatineau, dans lequel tu abordes le sujet de la perte de mémoire. Un récit, encore une fois, très touchant, bouleversant. J'ai l'impression dans ton travail que que quelque part, tes recherches te mènent à réfléchir aux mêmes endroits que Chris Ware, par exemple, ou Richard McGuire. Il y a un travail de réflexion sur non seulement le temps, mais aussi sur l'émotion reliée au temps. Est-ce que je me trompe? Oui, je te dirais, ce qui rejoint les deux, le trait d'union entre les deux, c'est la mémoire. Je joue beaucoup sur la mémoire. Tu sais, tu parles de Chris Ware, justement, Ouais. c'est lui qui a passé le flambeau à Julie Ouais. cette semaine. Ouais. Puis, écoute, lui, son travail, c'est sûr que je l'ai lu. J'ai pas lu tant que ça, mais je veux dire, j'ai assez lu. Puis McGuire, même chose. Ouais. C'est des gars qui ont travaillé vraiment la matière, qui ont réfléchi au temps. Puis j'essaie d'emmener la même chose dans mon travail. J'y arrive pas toujours. En fait, tu vois, je me dis, pour le prochain album, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, mais le prochain album, c'est Lovecraft, on met ça de côté, c'est autre chose. On ne parle pas la même utilisation du dispositif de la BD. Tu sais. Mais ça, écoute, cet album-là, il sort au mois d'août, mais les gens, bon, ben là, je le dis, mais les gens, ils ne m'attendent pas là. Tu sais, ils ne m'attendent pas. Attends un peu, là, Hein? Attends un peu, Christian. Je t'arrête tout de suite. Là, tu m'as dit que l'album paraissait cette année au mois d'août. Oui, monsieur. OK. Est-ce qu'on peut avoir le titre? Est-ce que ça a été annoncé? Ça n'a pas été annoncé. OK, bon. Alors, je ne te peinturerai pas dans le coin du mur, Christian. Disons que ton projet sur Lovecraft paraîtra à la fin de l'été. Est-ce que ça va? C'est pas trop compromettant? Oui, ça va. Je travaille, ben, je peux te dire, je travaille avec Alto. Je travaille avec Antoine Tanguy là, OK. de façon très serrée. Là. On se parle plusieurs fois par semaine, en fait. Puis Ariane Gélina va travailler sur les textes, qui est une autrice de Trois-Rivières, qui a publié, remporté plein de prix. Puis c'est une spécialiste de Lovecraft. Elle l'enseigne à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc ça, c'est un projet. Il faudrait plus s'attendre à quelque chose du même type que Ludwig pour cet album-là. Tu vois? OK. Ouais. Donc, Moi, j'aime beaucoup, dans ça, l'évocation. varier. Ouais. Ben, dans l'évocation, mais avec quand même un texte. Ludwig, c'était la musique. Là. Ouais. Et le monde aussi, quand je leur montre Ludwig, j'ai apporté 2 Ludwig avec moi. Les gens, ils n'ont jamais vu ça. C'est ça qui est trippant. On est en Angoulême, puis les gens n'ont pas vu ça encore. Donc, c'est trippant parce que nous, on évolue de notre côté. Tu sais, puis ici aussi, ils sont nourris par plein de choses. Mais moi, le fait que je n'ai pas été, comment je pourrais dire, donc, sous l'égide de toutes sortes de choses, tu sais, des tendances ou des choses comme ça, mais j'évolue selon ma propre boussole, dans le fond. Fait que ça, c'est trippant. Puis je pense que Lovecraft, tu vois, là, je m'en venais de plus en plus bande dessinée. Tu sais, vous avez découvert La beauté du monde, qui est identique. Puis là, oups, je vais faire quelque chose de complètement différent. Tu sais, Antoine, il adore les images, double page, tout ça. Fait que, OK, on va t'en faire, tu sais, m'ajuster tout ça. Mais tu vois, là, Dédé Fortin, mon album Dédé, lui, qui va suivre, Dédé est plus comme Mégantic, puis vous avez détruit la beauté du monde. Fait que C'est quand même, j'alterne.
je veux dire, Lovecraft, Dédé Fortin, c'est quand même deux projets avec des consonances ça promet, là. Assurément. Ben, tu vois, il y a quand même quelque chose qui donne un peu le vertige, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que je garde toujours le focus sur la table à dessin. Tu sais, gagner un prix, c'est super, là. C'est Hum. génial. Puis, tu sais, gagner un faux, c'est incroyable. Mais quand je vais retourner sur la table de dessin, ça va être le plaisir de la table de dessin. Ce ne sera pas quel trophée ou je ne sais pas trop quoi, tu sais, que je vais mettre sur le bord du foyer. C'est pas ça l'idée. Faire de la bande dessinée, c'est pas ça. Puis moi, je vais toujours rester focus là-dessus. C'est super important. Puis, tu vois, Lovecraft, je vais y retourner avec bonheur, hein, parce que ça va être. Écoute, Antoine Tanguay, il appelle mon projet, là, puis c'est lui qui dit ça, c'est pas moi, là. Mais je te le répète pareil, tu sais. C'est mon magnum opus. Je considère que ça va être mon magnum opus. Fait que, on verra, tu sais. Mais présentement, l'idée, c'est de faire rentrer les gens dans une atmosphère, c'est de raconter un récit, c'est de mélanger l'histoire de Québec avec l'univers de Lovecraft. C'est vraiment ça, moi, qui me fait triper. Fait que si c'est mon magnum opus pour certaines personnes, tant mieux. Mais tu sais, après, j'ai des défortins, puis après, j'ai d'autres projets. Donc, puis je vais alterner. Tu sais, pour moi, Lovecraft, c'est un projet, c'est quasiment un projet joyeux par rapport à Mégantic, puis à Dédé Ouais. Fortin, tu sais, quelque part. Ben, Dédé Fortin, c'est pas si triste que ça non plus. Je veux dire, parce qu'il a laissé une image de son départ qui est difficile. Mais les colocs, justement, c'était quelque chose de joyeux. C'est pas un album sur des colocs, mais n'empêche, c'est un album qui va beaucoup traiter de la dépression. La dépression, puis l'incapacité des hommes, des fois, à aller chercher de l'aide, ouais, la santé mentale. C'est drôle parce que j'ai l'impression, en te lisant, plus tu avances dans ta carrière, dans ta production, plus tout à coup, euh, l'homme est au cœur vraiment, l'humain, en fait, est au cœur de ta démarche. Euh, et comme tu as une approche qui est très novatrice par rapport à la bande dessinée, quand on tombe dans un album de Christian Canel, on le sait qu'on est dans un album de Christian Canel parce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. Euh, Est-ce que même si en retournant à la table à dessin, et c'est ça qu'il faut au final, les prix, ça fait plaisir, mais après, il faut retourner travailler, mais vu le succès, et quand je parle de succès, c'est le fait, c'est pas la presse, c'est le fait qu'avec tes deux derniers albums, donc Vous avez détruit la beauté du monde et Mégantic, un train dans la nuit, ton travail a touché beaucoup de gens. Et au-delà du médium de la bande dessinée, on parle de l'aspect universel des thématiques abordées. Est-ce que, euh, est-ce que tu sens une pression par rapport à ça? Le fait de dire, ou est-ce que tu te sens au contraire avoir une responsabilité comme auteur, comme artiste, justement, euh, de, de, de choisir, d'attaquer, d'aborder des sujets qui sont universels et qui sont importants et qui sont en phase avec la société dans laquelle tu vis? La responsabilité, je te dirais, je l'ai depuis un certain temps, je la ressens depuis un certain temps. Hum. Euh, tu sais, quand on m'a téléphoné pour me demander de travailler sur Vous avez détruit la beauté du monde, déjà là, déjà là, c'était fait, là. C'est dans la seconde où j'ai entendu ça. Je me dis, OK, c'est toute une responsabilité. Mégantic, même chose. Tu as tout l'aspect humain, l'aspect intégrité des personnes. Moi, il n'y a rien que je déteste plus que voir une personne se faire humilier. Je ne respecte pas son intégrité. Puis pour moi, c'est un leitmotiv. C'est quelque chose pour moi, qui est important. Tu sais, puis c'est des valeurs personnelles, mais c'est aussi quelque chose que je veux faire passer dans mes livres. Tu sais, André Fortin, ça serait facile de faire des affaires sur lui, tu sais, parce que c'est une icône pour la plupart des gens. Mais la sœur d'Henri Fortin me dit quelque chose que j'ai retenu. Elle me dit beaucoup de choses, mais j'ai retenu d'autres affaires. Mais j'ai retenu quelque chose de très précis, c'est l'icône. Ben, l'homme a tendance à disparaître derrière l'icône avec les années. Puis c'est l'homme qui m'intéresse. L'homme avec ses qualités, parce que moi, j'aurais aimé ça à 20 ans, avoir le bagage que j'ai aujourd'hui, ben, je n'aurais pas fait les mêmes erreurs. Est-ce que Hum. mes livres peuvent aider les gens à apprendre de certaines erreurs de d'autres personnes, tu sais? Peut-être.
Puis, type de récit, tu sais, déjà, on faisait de la BD au Québec, c'était 500 copies, puis 1000 copies. Je veux dire, mais maintenant, c'est complètement fou. Fait que, oui, il y a une responsabilité, mais il y a aussi des attentes à gérer. Mais ça, les attentes à gérer, je pense que ça peut se faire. Tu vois, c'est intéressant que Lovecraft arrive là, parce que ils m'attendent pas là. Tu sais, ça va les déstabiliser, puis c'est pas comme, ah, un autre mégantique, tu sais, un autre truc calqué. Parce qu'il y a des auteurs à qui ça arrive, tu sais, ils sont tout le temps comparés à un gars comme Claude Meunier. Hum. Mon Dieu, ça doit être dur. Il a connu un immense succès. Son travail d'écriture est très incroyable. Puis, depuis La Petite Vie, c'est plus difficile. C'est difficile pour lui, mais il n'a pas été faire quelque chose où on ne l'attendait pas. Il aurait pu Ouais. faire quelque chose de complètement différent. Puis je pense que tu pas reproche, remarque, là, ben, je pense qu'il aurait pu faire ça. Puis faire des choses différentes. Tu sais, je ne fais pas de série, moi. Je n'ai jamais fait de série. Puis ça ne m'intéresse pas, tu sais, parce que ça ne me tente pas d'être l'esclave d'un personnage, de me faire tirer par un personnage tout le temps. Fait que euh, ça me permet de choisir des projets, puis souvent, de plus en plus, c'est des projets qui me choisissent. Tu vois, vous avez Détruit la beauté du monde, Dédé Fortin, Mégantic, c'est pas moi qui, ben, en fait, c'est pas moi qui les a initiés. C'est des commandes qui sont devenues des projets de création, parce que quand on me demande de travailler sur quelque chose, ben, quand j'accepte, il y a certaines conditions, tu sais, la pleine liberté. Si tu ne me donnes pas la pleine liberté, oublie ça, je ne peux pas m'investir à 100%. Impossible. Parce que la pleine liberté sous-entend que la personne a confiance en moi puis elle vient me chercher pour faire ce que je fais. Moi, je ne veux pas être l'extension des bras puis des jambes d'un scénariste. Tu sais, quand j'entends ou que je lis, puis là, je vais peut-être faire ma princesse, c'est pas ça pour tout, mais quand j'entends les gens dire l'illustrateur de, euh, le narrateur en image de. Tu comprends? Il y a encore un travail d'éducation à faire au niveau de la bande dessinée. C'est ça qu'il faut dire. Narrateur en image de. Fait que j'ai fait une erreur moi-même dans mes gantiques sur la page titre. On n'a pas mis rien, mais ça aurait dû être narration en image. Dans la deuxième impression, on a mis narration en image. Parce que dans Vous avez détruit la beauté du monde, c'est là. Puis c'est une part importante. C'est ça qui fait que le livre est lisible, en fait, pour les gens. Tu sais, tu parles de fluidité, tout ça, mais c'est tout l'agencement narratif, graphique d'un livre. Puis ça, les gens, là, notre métier, là, les auteurs de BD, là, les gens, écoute, c'est pour ça que c'est un plaisir de parler avec toi, parce que tu sais, tu comprends. On parle le même langage. La bande dessinée, c'est un langage. Pour reprendre les paroles de Jeff Lemire, tu sais, on est tous unis derrière ce langage-là. Tu Ouais. comprends? Peu importe. Hier, je parlais avec mon Dieu, comment il s'appelle? Robert Pasternak. Tu sais. Il est ici à Ouais. Angoulême avec moi. Puis, je veux dire, lui parle anglais, moi je parle français, mais on utilise le même langage quelque part. Ouais. Moi, je trouve ça génial. Et tu touches un point important qui est aussi au cœur de ta démarche, Christian, parce que, bon, là, tu es au doctorat, donc l'éducation est au cœur de ta démarche. Et je pense que des albums de la trempe de Mécantic, Un train dans la nuit, de par sa plus grande qualité qui est celle d'aller rejoindre les gens à l'extérieur du cercle, quand même assez concentré des quelques milliers de lecteurs, lectrices au Québec, là, c'est tout à coup un album comme Mégantic qu'on met entre les mains de quelqu'un qui a lu Les Schtroumpfs il y a 45 ans, par exemple, se rend compte que ben, la bande dessinée, c'est aussi ça. Et que là, tout à coup, c'est pas... et c'est pas au détriment des Schtroumpfs. Pas du tout. C'est que ça Pas du prouve tout. que c'est un médium qui est beaucoup plus pluriel, dense, riche qu'il n'y paraît pour la grande majorité des mortels. C'est juste, ça s'adresse juste à un public différent. Tu comprends? Mm-hmm. Je veux dire, ici, Alex A est ici, en Angoulême présentement. Ouais. Je suis allé le voir. J'ai dit, écoute, je t'admire. Je t'admire. Écoute, il est en train de préparer le public pour moi dans 10-15 ans, là, lui, là, tu sais. Parce que, je veux dire, il est en train de faire ce que Rabagliati a fait avec la BD adulte au Québec. Il est en train de le faire avec le jeunesse. Il y a une petite révolution qui se passe en bande dessinée présentement, en bande dessinée jeunesse au Québec. Puis ça, je veux dire, Alex A, il faut vraiment y donner ça parce que ça y revient. Le succès de l'agent Jean, c'est wow, tu sais. Puis ici, les gens découvrent, mais
Moi, j'ai pas de hiérarchie comme telle, tu comprends? Puis je sais que c'est pas ça que tu faisais non plus. Non, non, pas du C'est tout. juste que on s'adresse à un public. Moi, je m'adresse à un public qui a un certain vécu, qui a une certaine expérience, qui a plusieurs couches de compréhension. Tu sais, par exemple, avant, puis comme auteur, c'est aussi vrai, mais comme lecteur, comme auteur, avant d'avoir des enfants, j'ai beaucoup moins de profondeur. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'émotions que les enfants font vivre il me manquait un coffre à outils au complet, là. Fait que c'est comme ça. Je veux dire, le coffre à outils, tu ne peux pas le donner à un enfant de 9 ans. Il faut qu'il passe à travers ce véhicule-là parce que chaque personne contemplant une image, une peinture ou qui lit un récit de bande dessinée, vient avec son bagage culturel, social. Euh, Ludwig, tiens, Ludwig, wow, une Américaine qui sert dans ses bras à Chicago. Le même Ludwig à Beyrouth, les femmes, c'est de la porno pour eux autres. Tu vois, on vient devant notre réaction par rapport à une image, on ne dit pas sur l'image, ça en dit sur nous. C'est un miroir, quelque part. Puis ça, je trouve ça extraordinaire, le pouvoir de la bande dessinée. Et tu as bien raison de parler d'Alexa parce que la bande dessinée se doit d'être développée sur tous les fronts Absolument. et préparer le lectorat de demain en le prenant en charge aujourd'hui, comme le fait Alexa et une batterie d'autrices et d'auteurs jeunesse. Euh, moi, je suis rassuré en l'avenir du médium parce que, euh, parce que non seulement il y a toute une génération qui grandit avec des artistes de talent, mais une fois qu'ils vont atteindre l'âge adulte, ils vont avoir un sacré rattrapage à faire. Il y a tout un corpus à découvrir. Et, et moi, je pense que l'éducation des lecteurs et lectrices de demain, elle est en train de se faire présentement. Et je pense que dans 30, 40, 50 ans, il ne sera même plus question de l'éducation des lectrices et lecteurs à la bande dessinée. Je pense que comme le cinéma, comme le théâtre, comme les autres médiums, on y sera arrivé. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Moi aussi, c'est ce que je souhaite. Tu vois, je fais de la bande dessinée, là, ça fait, comme tu sais, ça fait 30 ans cette année que je fais de la bande dessinée. Puis j'ai jamais connu autant de j'ai jamais vu autant de répercussions par rapport à mon travail. J'ai jamais eu autant d'impact. J'ai l'impression de toujours avoir recherché, fait de la recherche, puis travailler sérieusement, le même effort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est moi qui s'est amélioré ou est-ce que c'est le public qui évolue? C'est peut-être un peu les deux aussi. Le public a rejoint un certain type de récit aussi. Comme les médias rejoignent aussi certaines thématiques là-bas. Je ne me suis jamais adressé à un public de bande dessinée. Presque jamais. Au mes débuts, oui, mais plus tard, aujourd'hui, je ne m'adresse pas à un public de bande dessinée. Je m'adresse à une personne, tout simplement, qui peut, comment je peux dire, tu sais, les expositions, est-ce que les commissaires s'adressent à tel type de personnes particulièrement? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils s'adressent, tu sais, ils ne s'adressent pas à des amateurs d'exposition. Ah non? Je veux dire, tu vois, c'est comme moi, les gens peuvent lire des romans, ils peuvent regarder des films. Je veux dire, c'est pas cloisonné, tout ça. Puis je pense que l'évolution, c'est vraiment, je t'ai parlé de structure éditoriale, de diffusion, de lectorat, de médias, puis des auteurs qui ont atteint un certain âge, puis une certaine façon de faire. Tout ça est lié. Je pense que c'est ça le bouillonnement actuellement qu'on voit. Puis, écoute, je parlais avec Voro à un moment donné, puis il me disait, écoute, le nombre d'auteurs qu'on était dans le temps, fin 90, début 2000, on n'était pas tant que ça. Puis combien qu'il en reste aujourd'hui aussi de ceux-là? Je veux dire, il y a tout le temps une nouvelle génération qui arrive, puis il y en a qui font de quoi, ils vivent, ils ont un succès, ils ont leur contribution, mais elle est courte dans le temps. Ça n'enlève rien à leur contribution, mais après, il y a le faire d'autres choses. Puis, ben, Julie Doucet, tu vois, ça fait 22 ans qu'elle n'a pas fait de BD. Regarde, c'est reconnu 22 ans après. Hier, sur la scène, ce qui n'a pas été dit beaucoup, c'est qu'au début de la cérémonie de la remise de prix, il y avait des grands disparus de l'année en BD. Il y a eu un petit film sur Mézières, mais il y a eu Henriette Valium, tu comprends? Puis Henriette Valium, moi, j'étais content. Puis sur scène, j'ai rendu hommage. Parce que, écoute, puis là, Claire Simon, qui est une femme géniale que j'ai rencontrée ici, qui connaît tout le monde dans le milieu de la BD, en tout cas, elle ne connaissait pas Valium. Là, écoute, elle l'a découvert, elle va en parler à tout le monde. J'ai rencontré aussi Pierre-Laurent Dorès, Mhm. que j'ai étudié au doctorat.
qui a travaillé sur le concept d'exposition de la bande dessinée. Moi, j'ai lu son mémoire de maîtrise. Et lui, il était fasciné du fait. Il ne pensait pas qu'il y avait eu une personne qui avait lu son mémoire de maîtrise. Mais moi, je l'ai étudié, je l'ai analysé. Puis écoute, on a bu un verre ensemble, on a visité les expos ensemble. C'était génial, là. C'était vraiment génial. Fait que, oublie les frontières, il n'y a pas de hiérarchie. On est les égaux des Français et des Belges. Je dis peut-être pas industriellement, mais artistiquement, oui. Oui, maintenant, Jean-Paul Hide fait très bonne figure. Philippe Girard fait très bonne figure. Gilles Rocheleau. Je veux dire, tout ce qui reste, c'est y aller à fond dans la diffusion aussi. Et tu parles de décloisonnement. C'est peut-être là-dessus que j'aimerais te clore l'entrevue. Euh, pour moi, il m'apparaît clair que Mégantic, l'enquête, qui a été publiée en 2018 chez Éco-Société, sous la forme de prose, et que Mégantic, un train dans la nuit, publié donc également chez Éco-Société, en bande dessinée. Elle est là, l'exemple parfaite, pas l'exemple, mais en fait l'incarnation parfaite du fait que la bande dessinée se décloisonne. C'est-à-dire que l'expérience de lecture de, de l'enquête journalistique de Anne-Marie Saint-Cerny et de l'album de bande dessinée, c'est deux expériences de lecture complètement différentes et pourtant, au final, suscitent les mêmes questionnements, touchent différemment, mais nous touchent et nous bouleversent. Et donc, tout à coup, il n'y a pas de valeur moindre d'un côté comme de l'autre. Tout à coup, tout ça est au même niveau. Et je trouve que Mégantic en est l'évocation parfaite en ce sens-là. Et Christian, je te félicite. C'est un album qui est difficile à lire. Difficile parce que c'est révoltant. Et en même temps, c'est un album qui nous et c'est ça le but de l'art, hein, c'est de nous secouer, c'est de nous amener à réfléchir et le travail est là. Et tout ton travail narratif, graphique, y est grandement pour quelque chose aussi. Et la séquence des 3 doubles pages dont tu parlais un peu plus tôt, une séquence comme ça, on n'a pas besoin de mots. Tout est dit. Parce que c'est de l'ordre du vécu au final. Et donc, je te félicite. C'est un grand plaisir de te voir évoluer depuis toutes ces années-là et de voir où tu en es aujourd'hui dans ton travail, en sachant qu'il y a encore plusieurs années devant toi et des projets comme Lovecraft et Dédé Fortin. Ben, il y a quelque chose de grisant pour nous, les lecteurs et lectrices, parce qu'on sait qu'on va continuer, nous, comme lecteurs et lectrices, d'évoluer à ton contact, comme à celui de tous ceux et celles qui œuvrent dans le milieu de la bande dessinée. Donc, encore une fois, félicitations pour ce prix qui est largement mérité. Félicitations à Anne-Marie également. Et à votre éditeur Éco-Société. Rappelons qu'Éco-Société a un tout jeune catalogue de bande dessinée. On parle de 4 titres. C'est quand même... Ben, en fait, tu vois, il voulait utiliser Mégantic comme un cheval de Troie en Europe pour vraiment percer le marché. Puis c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont fait une réputation. Puis déjà, les chroniqueurs, ils disent ah oui, ils sont fait connaître avec pourquoi les paradis fiscaux ont ruiné notre petit déjeuner. Ça a eu une petite percée ici aussi. Donc, c'est génial. Puis, je veux juste mentionner quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Je suis pas quelqu'un de naïf, tout ça, mais je le vois. Dans notre milieu, comme je dis, on partage le même langage, hein, mais il y a, hier, à côté de moi, il y avait Jimmy Beaulieu, il y avait Francis, il y avait Alexandre, il y avait, il y avait Robert, il y avait plein d'auteurs, il y avait voyons, Alex A, il y avait, écoute, il était là, on s'est pris en photo, on est arrivé avec le pauvre, tout le monde était content, c'est une victoire qui, oui, c'est mon travail, mais c'est aussi une victoire pour la bande dessinée québécoise. C'est une édition du Festival international de bande dessinée d'Angoulême qui est historique pour le Québec. C'est un moment très, très, très particulier. Puis là, les gens de l'ambassade du Canada étaient là aussi, en appui.
Puis, tu sais, il y a eu des rencontres pour la vente de droits, tout ça. Fait que ça roule bien. Puis, si je peux te dire, je pense que ça n'a pas été sorti encore, mais José Mégantic va sortir aussi en anglais, tu sais, chez un éditeur de Toronto qui a les droits pour Canada anglais, UK puis États-Unis. Wow. C'est Between the Lines. Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant qui s'en vient. En même temps que Lovecraft, Mégantic en anglais va sortir. Ben là, évidemment, Lovecraft, c'est impossible que ce ne soit pas traduit par la suite. Là. Il faut que ce soit traduit, Lovecraft aussi. Ben, si c'est pas traduit, écoute, il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas fait sa job, puis Alto et Antoine Tanguay Non, sont non, pas non. réputés pour ça. Non, non, C'est tout le vraiment contraire. c'est entre très bonnes mains. Ben, Puis, tu sais, un- Aga, excuse-moi, je veux juste finir une dernière chose, Jean-Dominique. Il faut absolument que je te le dise. Euh, le travail de Tom Morley. Tu sais, on vient de parler là, de Lovecraft. Il a emmené un exemplaire de René Lévesque à la ministre. Tu sais. Son travail n'est pas souvent, là, il n'est pas tant reconnu que ça. Hein. Puis, il a emmené, tu sais, il a commencé à amorcer des discussions avec des gens pour Lovecraft. Tu comprends? Il fait plein de liens. Ce travail-là est nécessaire. Tu sais. Puis, ça va faire une toile d'araignée. Excuse-moi, je voulais juste mentionner ça parce que c'est ah, hyper important. tu as tout à fait raison et c'est tout à ton honneur d'apporter ça, d'amener le sujet parce que il est vrai que depuis toutes ces années, Thomas Louis travaille dans l'ombre souvent, et c'est normal parce que c'est ça le travail d'un organisateur d'un festival et d'un organisme. Mais tranquillement, il place les pions, euh, il développe des relations, et pour moi, Thomas Louis fait aussi un travail qui a été fait par d'autres avant lui et qui est tout aussi important. Pour moi, Thomas Louis, c'est un entremetteur. Donc, lui, il est là, c'est une courroie de transmission. Et, euh, et ça profite beaucoup aussi au milieu de la bande dessinée québécoise, forcément. Surtout depuis autant d'années. Je pense qu'il est arrivé en 2005-2006, si ma mémoire est bonne, au festival. Donc, ça fait un moment déjà que Thomas Louis travaille d'arrache-pied, justement, pour décloisonner, justement, la bande dessinée à sa manière, lui aussi. Le fait que l'organisme, c'est plus le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, mais Québec BD, ça veut tout dire. C'est un organisme qui organise plus qu'un festival, là, qui est carrément un organisme de lobby, structurant, en fait. J'ai hâte que la prochaine étape pour moi avec l'UQO ou d'autres universités, là, il y a eu un colloque récemment, je pense à McGill, à Montréal, sur la bande dessinée. Mais je pense qu'il faudrait qu'on ait des états généraux, là, tu sais, à un moment donné. Il faudrait qu'on commence à regarder comment les auteurs reçoivent. J'ai fait un exercice avec mes étudiants il y a une couple d'années à l'UQO. J'ai regardé en calculant les droits d'auteur, le nombre de livres qui se vendaient, puis il disait quel pourcentage était de la bande dessinée. Fait que là, tu peux calculer à peu près le nombre de droits d'auteur que les auteurs reçoivent. Mm-hmm. Comment d'auteurs qu'on est rendu, c'est quoi les conditions, comment de planches se vendent. Pour avoir un état, en fait, pour avoir vraiment un portrait, pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça serait vraiment bien. Je pense que c'est la prochaine étape, là, mais pas l'année prochaine, mais j'ai l'impression que c'est dans 10-15 ans que ça va se faire. Oui, espérons-le, parce qu'effectivement, je pense que là, on est à la croisée des chemins et que, et que Mhm. pour la suite des choses, il faut. Tu sais, tu as utilisé le terme structurant, structuré. Et je pense que plus que jamais, là, c'est important que tout soit structuré pour qu'on puisse atteindre une certaine pérennité pour les prochaines décennies pour le médium. Ça serait tellement dommage que tout tombe. Tu sais, c'est encore fragile, faut en être Ah, conscient. Mais, oui, oui, oui. mais, mais personne ne va enlever le fait que Gilles Doucet a remporté, tu vois, avait remporté. Personne ne va enlever de la distinction de Thomas Louis ou de Rabagliati. Personne ne va enlever ce fauve-là. L'éco-fauve, le premier éco-fauve, tu sais, c'est. Moi, c'est une habitude, j'aime ça être le premier. Parce que, tu sais, première résidence au CAC, des choses comme ça. Ben, en fait, c'est pas premier parce que je suis meilleur, c'est juste que, je sais pas, j'ai appelé l'éditeur, j'ai dit, est-ce qu'on peut soumettre Mégantic à Angoulême? Savez-vous comment? Ben, je savais qu'il y avait quelqu'un qui travaillait en Europe avec eux, puis il l'a fait, puis ma grande surprise, ça a marché. Ben, encore une fois, toutes mes félicitations et merci beaucoup d'avoir accepté
d'échanger à chaud avec moi. C'est très, très apprécié. Donc, écoute, je vous souhaite de célébrer et de vous laisser porter par cette vague-là. En même temps, te connaissant, je sais très bien que rapidement, tu vas retourner à la table à dessin et c'est là qu'on t'espère aussi. Donc, il faut retourner à la table de dessin, mais je ne peux pas rester. En fait, je reviens parce que là, on a 3 librairies, Cognac, Bordeaux puis Paris. Je reviens le 26-27, puis oups, je m'envoie au Festival Québec BD après. Ouais. J'ai des activités là-bas. Donc, puis je pense que je reste une semaine ou 10 jours là-bas. Donc, je vais rester un bout de temps. Donc, la table à dessin est un peu loin en ce moment, mais en même temps, ben, je me dis, je vais tout simplement digérer les choses. Puis, ça va me permettre d'avoir le temps de juste revenir à la table à dessin avec un nouveau regard. Puis ça, c'est important aussi de prendre du recul sur son travail. Fait que j'en profite. Oui, c'est Falardeau qui disait à l'époque, dans mon jeune temps, quand j'étais étudiant au Cégep, Falardeau était venu donner une conférence à mon Cégep à Valleyfield. Et il avait dit une chose, moi, qui m'avait beaucoup marqué. Et là, je vais le paraphraser. Mais il disait, moi, je ne comprends pas les artistes qui enchaînent les affaires une en arrière des autres. Il dit, Chris, pour parler de la vie, il faut toujours bien la vivre, la vie. Et donc, ce qu'il disait, c'est il faut laisser le temps au temps et que la fonction de l'artiste, c'est d'amener les gens à réfléchir sur la condition humaine. Et donc, il faut prendre le temps aussi, des fois, de faire en sorte que la digestion se fasse. Et moi, ça m'avait beaucoup marqué. Évidemment, il faut composer avec une industrie aussi. Il faut payer ses comptes. Pour vivre, il faut avoir un minimum d'argent. Absolument. Mais je suis convaincu qu'une fois tout ça passé, tu retourneras justement avec un regard neuf à ta table à dessin. Et la bonne nouvelle, c'est que nous, les lectrices et lecteurs, on en profitera dans tes prochains travaux. Donc, à la fin de l'été, H.P. Lovecraft et dans un avenir rapproché, Dédé Fortin et plusieurs autres projets en chantier, je n'en doute pas. Christian Canel, félicitations. Mais surtout, merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Merci beaucoup, Jean-Dominique. C'est toujours un plaisir, vraiment. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre Christian Canel, rendez-vous au https://qusne5.wix.com/Christian Canel. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca. À bientôt.